Merci encore une fois. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir accepté de participer à ce panel autour d'une question essentielle. Quel est le bilan social de la politique gouvernementale ces 15 dernières années en Côte d'Ivoire? On va commencer évidemment par la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Madame Nassénéba Touré, qui va évidemment nous donner son point de vue sur le bilan social ces 15 dernières années, en sa qualité de ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, et aussi et surtout en sa qualité de femme politique, acteur principal du gouvernement ivoirien. Madame la ministre, je crois que vous devez avoir un micro quelque part à côté. Voilà. Merci Ali Diarasouba. Je voudrais remercier toutes les personnalités ici présentes dans la salle et remercier le PDG de Broomfield qui a bien voulu m'associer à cet événement ô combien important, surtout dans la période dans laquelle on est, c'est la période des bilans. Avancée sociale, amélioration des conditions de vie socialement des populations en Côte d'Ivoire, 2010-2015. Je pense que le décor est planté. Tout ce qui est social, population, capital humain a été placé dès 2010 au cœur du programme du candidat Alassane Ouattara, en 2010 déjà. C'était un capitalisme à visage humain. Et depuis ces années, nous avons développé plusieurs programmes au plan national de PSGouv. Le PSGouv est le cœur réellement de l'appui social aux populations. Mais il ne faut pas omettre l'état des lieux en 2010. L'état des lieux en 2010, c'était aucun, absolument zéro programme social existant en Côte d'Ivoire. Pratiquement, il y avait des programmes pêle-mêle, il y avait des fonds qui ont été audités, qui devaient accompagner les plus démunis, mais malheureusement, audit complètement difficile à faire. Le programme social du gouvernement est un programme qui va auprès des populations. C'est un programme de base qui commence à la base au niveau des collectivités, des communes, dans les départements et les villages. Et les cibles principales sont les plus vulnérables. Ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont les enfants. Et à cet effet, vous avez vu au niveau du genre féminin, c'est plusieurs programmes qui ont été mis en place pour sortir les femmes des zones de vulnérabilité à travers le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui assiste plus de 500 000 femmes sur toute l'étendue du territoire dans les 31 régions qui ont pu sortir de cette zone de vulnérabilité, mais qui ont pu stabiliser leur famille. Et nos études montrent que c'est plus de 2 500 000 Ivoiriens qui ont pu retrouver une stabilité familiale et communautaire à travers l'appui à plus de 500 000 femmes. Vous avez le même programme au niveau du ministère qui est le Fonds Femmes Développement, qui est appuyé autour de 20 000 femmes au niveau de la formation, de l'entrepreneuriat, des programmes conjoints, parce que le ministère Femmes, Famille, Développement a aussi un volet éducation très important, qui sont les instituts de formation et d'éducation féminine. En 2011, je crois qu'il y avait 98 IFEF sur l'étendue du territoire. À ce jour, nous avons 135 IFEF sur le territoire avec 10 qui ont été reformés pour être des centres avec l'accès au digital, la formation au digital. En 2023, ces centres ont été... on a fait une réforme en profondeur pour que ça devienne des centres d'incubation, pour que les formations qu'on peut avoir dans ces centres soient adaptées
aux besoins de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Donc aujourd'hui, dans les IFEF, si les besoins sont en construction, les femmes peuvent être formées dans ce domaine. Si c'est au niveau de l'agriculture hors sol, si c'est au niveau des métiers de la communication, la photographie, le community management, elles ont des curricula très courts et aussi l'alphabétisation qui leur permet de pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Alors, au niveau des familles donc des Ivoiriens en général, j'aime communément appeler le ministère de la femme, famille et de l'enfant le ministère de la nation. Parce que sans femme, sans famille, sans enfants, on ne sait pas les ponts serviraient à quoi, les hôpitaux serviraient à quoi. Donc, c'est le ministère de la nation. Alors, pour les enfants, je pense qu'au niveau des enfants, c'est la révolution. Il y a une révolution dans l'histoire de notre jeune nation, celle de l'école obligatoire. En 2011, sur 9 enfants, vous aviez 3 scolarisés. C'est des vrais chiffres, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense que l'histoire des courbes et des graphiques qui sont faits par les humains peuvent être faits comme on le veut, mais il faut que ça cadre avec la réalité. Ce que je dis est la réalité. Sur 9 enfants, vous avez 3 scolarisés. Aujourd'hui, vous avez 94% des enfants sur l'étendue du territoire scolarisés. C'est la première révolution parce que pour moi, l'éducation est la base et c'est la même chose qu'on essaie de faire à travers l'école de la seconde chance avec les IFEF pour les jeunes filles qui, pour des raisons de vulnérabilité, n'ont pas pu aller à l'école, elles peuvent s'alphabétiser. Pour celles, pour des raisons nombreuses, grossesse en milieu scolaire ou famille monoparentale, après des décès qui n'ont pas de moyens. Donc ça, c'est l'éducation. Au niveau de la santé, aujourd'hui, le dernier RGPH vous dit qu'il y a 30 millions d'Ivoiriens, avec 6 millions de non-Ivoiriens résidant sur le territoire ivoirien. Sur les 30 millions d'Ivoiriens, vous avez 17 millions qui ont accès à la couverture maladie universelle. C'est un projet dont le père fondateur a rêvé depuis 1960, mais il a pu être réalisé pendant ces 15 ans. C'est 17 millions d'Ivoiriens qui ont accès à la couverture maladie universelle. Alors, l'exploit aussi, en parlant de courbes et de graphiques, dans certains sondages, la Côte d'Ivoire se retrouve dans les 2 ou 3 derniers dans la sous-région, ce que je trouve vraiment très paradoxal, parce que dans ma position, je peux vous dire que la demande dans la sous-région de venir en Côte d'Ivoire pour avoir un mieux-être est très élevée, au point où en 2022, nous étions obligés de construire un centre d'accueil de réfugiés à Ouangolodougou avec une capacité de réception de 10 000 réfugiés, suivi en collaboration avec le HCR. Aujourd'hui, nous sommes à refouler au minimum 37 cars par jour venant des pays frontaliers pour un mieux-être. Et les 6 millions d'Ivoiriens qui vivent, qui font partie du RD, les 6 millions d'étrangers de pays frères qui sont dans les 30 millions du dernier RGPH ont droit à l'école gratuitement comme les Ivoiriens. Ils ont droit à la santé comme les Ivoiriens. Je crois que c'est du jamais vu dans la sous-région. Et c'est important de tenir compte de ça. Donc le paradoxe, la Côte d'Ivoire ne peut pas se retrouver 12e dernier sur des plans et avoir au même moment toute la sous-région qui veut venir ici pour un mieux-être, pour trouver de l'emploi dans la filière cacao en Arcade. Et donc si ça allait aussi mieux ailleurs, mais je ne pense pas qu'on aurait eu toutes ces personnes-là à nos frontières. Au plan social, au plan de la protection des enfants, je pense qu'il y a une grande révolution aussi. Depuis 2014, vous avez vu au niveau des tests au plan institutionnel, la protection des enfants au niveau du travail,
au niveau des violences, enfants et femmes. On a vu nos tests se corser. 37 articles du Code pénal se sont durcis. Et ce n'est que pendant ces 14 dernières années que le viol est devenu un crime en Côte d'Ivoire. Et ça, je pense que c'est une révolution. Et aujourd'hui, les femmes ivoiriennes se sentent protégées. Elles s'expriment parce que nous avons créé une ligne, la 1303. Et cette 1303, elle crépite sans arrêt. Avant, elles étaient silencieuses. Elles n'avaient pas de repères. Elles n'avaient pas de tests pour les protéger. Aujourd'hui, elles ont ça. Au niveau de l'agriculture sur laquelle repose en grande partie l'économie de notre pays, 60% de la main-d'œuvre agricole, elle est féminine. Et aujourd'hui, à travers la fiscalité et l'investissement au niveau du développement rural à travers le ministère d'État et de l'Agriculture, ces femmes sont sorties du simple fait de cultiver des terres pour leurs époux, pour leurs frères. Elles sont aujourd'hui, elles rentrent de plus en plus dans le secteur formel. Elles créent des sociétés. Nous sommes passés de 2010 à 12% de femmes dans le secteur formel agricole à 34% aujourd'hui. Je pense que c'est une avancée notable. Alors, et socialement, je pense que la clé de la stabilité sociale, de l'avancement des femmes, de la protection des enfants, de leur présence dans des sphères où elles ne pouvaient pas être par préjudice. Et en 2014, vous avez vu, ça aussi c'est l'une des meilleures révolutions. Vous avez vu les femmes accéder au corps d'élite de l'armée ivoirienne, la gendarmerie, et aussi à l'école militaire préparatoire qui est ouest-africaine. Et vous savez qu'on reçoit de tous les pays aujourd'hui. Je suis fier de ces petites filles qui sont dans cette école qui, heureusement, et qui, avec beaucoup de joie, raflent tous les prix d'excellence depuis 2014 qu'elles sont dans cette école-là. Donc aujourd'hui, je pense que le pays est sécurisé, les feux, les lumières sont ouvertes et socialement, il y a un travail excellent qui se fait. Très bien. Mais Ali, oui. Il reste encore beaucoup à faire. On va en parler. Merci. On va en parler tout à l'heure dans les perspectives. Antoine Assalé Tiemoko, vous êtes juste à côté de Madame la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Vous êtes un homme politique particulier parce que vous n'avez pas de casquette officielle. Vous êtes indépendant, député maire de Tia-Salé. On vous entend dire au quotidien que vous luttez pour une justice sociale, pour une équité entre tous les fils de la Côte d'Ivoire. Vous, on est bien curieux d'entendre votre diagnostic. Quel bilan faites-vous d'un point de vue social des 15 dernières années de gouvernance en Côte d'Ivoire? Merci. Alors, je ne sais pas si je peux avoir la prétention de dire que je pourrais faire le bilan des 15 années de gouvernance du régime RHDP en matière sociale, mais en tant qu'acteur de développement local, mais également en tant que représentant des populations à l'Assemblée nationale, il y a que je suis dans l'opérationnel et qu'au quotidien, je suis confronté aux demandes diverses exprimées par les populations. Alors, il faut être honnête pour reconnaître que beaucoup de choses ont été faites, qu'un gros effort a été réalisé en matière sociale par le gouvernement actuel, mais évidemment, quand vous avez un pays qui a traversé plus de deux décennies de crise, il y a beaucoup de choses qui prennent du retard et il faut du temps pour les rattraper. Ça, cela est d'un. Deux, en tant qu'acteur de développement local, je suis au quotidien en observation des mutations sociales qui ont lieu dans notre communauté. Et je sais que les efforts qui sont faits par le gouvernement, très souvent sont anéantis
par des facteurs qui sont parfois incontrôlables. Mais il faut reconnaître, comme je l'ai dit, qu'il y a un impact qui est concret, qu'on observe en termes de construction d'infrastructures scolaires. Dans ma commune, quand j'arrivais à la mairie en 2018, il n'y avait qu'un seul collège à Tia-Salé. Aujourd'hui, il y en a 4, voilà, conçus par le gouvernement. Donc en 60 ans, il n'y avait qu'un seul collège. En 10 ans, 15 ans, il y a maintenant 4 nouveaux collèges. Et donc, en matière d'électrification également, dans les villages, beaucoup de villages ont été électrifiés. En matière d'accès à l'eau potable, de gros efforts ont été faits, notamment à Tia-Salé, où le problème d'eau était un problème très crucial, mais avec l'usine de transformation qui a été construite à Tia-Salé aujourd'hui, ce problème a été réglé. Donc ce tableau-là, d'un côté, il est positif. D'un point de vue sanitaire, par exemple? Oui, d'un point de vue sanitaire également, il faut être honnête, de le reconnaître également, que de 2021 pratiquement en 2024, c'est pratiquement 12 centres de santé de proximité qui ont été réalisés dans le département de Tia-Salé. Alors, donc, ça, ce sont des exemples qui sont concrets qu'on peut prendre en compte. Mais quand on prend globalement l'impact de la politique sociale du gouvernement, notamment sur les questions de lutte contre la pauvreté, les moyennes qui sont données sont importantes, mais quand on les ramène à la réalité du terrain, il y a parfois un hiatus entre les moyennes et les réalités sur le terrain. Quand on prend par exemple le taux de pauvreté, la moyenne c'est aujourd'hui 37%, comparé à 2011 où on était à 54-55%. Mais quand vous ramenez cette moyenne à l'accroissement de la population, vous allez voir qu'en réalité, le nombre de pauvres n'a pas vraiment diminué. Quand vous prenez 54% de 23 millions d'habitants en 2011, on est autour de 12 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté. Quand vous revenez en 2024, avec 37%, mais de 30 millions d'habitants, on est toujours autour de 11 millions 5 personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc quand vous regardez ces ratios-là, l'effort qui reste à faire est encore très grand pour que les populations sentent réellement les choses. En matière d'accès à l'eau potable, par exemple, les choses vont très lentement, notamment dans les zones rurales, parce que les coûts de réalisation des mini-châteaux fonctionnant à l'énergie solaire sont assez élevés. J'ai fait une étude avec l'ONEP pour comprendre un peu comment cela a été réalisé et pourquoi c'était aussi lent. Et j'ai vu que le coût moyen de réalisation d'un petit château dans un campement ou bien dans un village fonctionnant à l'énergie solaire est de 57 millions. Mais le même ouvrage, j'ai pu le réaliser à Tia-Salé avec seulement 17 millions. Comment? En donnant le marché à des acteurs locaux. Des Ivoiriens qui ne sont pas liés à des facteurs qui sont hors du pays. Et donc, pratiquement en faisant ainsi, on a pu mettre de l'eau dans tous les campements. Seulement à 17 millions, y compris le forage. Et donc, ça c'est des choses qu'on a expliquées par exemple au Premier ministre Patrick Haché à l'époque pour dire la politique du gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté sera plus efficace si vous associez les acteurs locaux. Si on intégrait par exemple les collectivités dans ce processus-là, on irait plus loin dans l'impact. Quand on a créé l'année de la jeunesse, avec 300 milliards à peu près à appuyer en termes de financement pour les politiques de jeunesse, on avait expliqué au Premier ministre à l'époque que, de par la Constitution, les collectivités ont, avec l'État, la responsabilité de la gestion des écoles primaires, par exemple, des collèges, mais également de l'employabilité des jeunes. Comment les collectivités peuvent jouer leur rôle si la politique de développement au niveau de la lutte contre la pauvreté n'est pas diversifiée, n'est pas décentralisée? Si tout est centralisé à Abidjan, il est clair que vous ne verrez pas un impact. Or, les collectivités sont dans la proximité et c'est elles qui sont au quotidien, aux côtés des populations et qui comprennent ce qui se passe. Donc pour moi, on peut être plus efficace en associant, Madame la ministre est maire d'une collectivité et donc elle connaît les problématiques qui sont liées à cette demande que j'exprime ici. Et donc on sera plus efficace si on associait les collectivités à ces questions de lutte contre la pauvreté. Très bien. Au niveau gouvernemental. Très bien. Merci beaucoup, M. Antoine Assalé Tiemoko. Madame Karitia Koulibaly de Medeiros, vous, en tant que femme, en tant que directrice générale de l'AGEFOP, institution qui est en charge de la formation professionnelle des jeunes,
quel est le regard que vous jetez sur la politique sociale comme les autres? Vous allez nous donner un diagnostic général avant d'aller un peu plus singulièrement sur certains sujets. Merci, Monsieur Diarra-Souba. Merci également au PDG de Bloomfield, à Madame Zézé et à toute l'équipe de nous avoir associés à cette édition. Alors, peut-être sans revenir sur tout ce qui a déjà été dit ce matin par Madame la ministre, par Monsieur Assalé également, je pense que les avancées en matière sociale ont déjà été citées en termes d'accès, de taux d'accès à l'eau potable, de couverture en électricité, de construction, de réhabilitation d'établissements aussi bien pour l'éducation nationale que pour les universités. Aujourd'hui, on en a quand même 9, y compris l'université virtuelle. En termes d'augmentation du niveau du SMIC, passé de 36 000 aujourd'hui à 75 000. Et vraiment, j'en passe. Vraiment, il y a beaucoup d'avancées, je pense, ont été réalisées au niveau social. Alors, moi, je vais regarder du côté de la formation professionnelle et dire, en fait, regardez plutôt les défis. Je pense que ce matin, lors de la présentation du rapport sur le risque pays, je pense que cela faisait partie donc, des points d'attention. C'était vraiment le capital humain. Le fait que les compétences ne soient pas, malheureusement encore aujourd'hui, adaptées aux besoins du marché. C'est une faiblesse, mais je pense qu'on l'a dit également ce matin, c'est que les faiblesses ou les obstacles peuvent devenir des opportunités. Et c'est en cela que la formation professionnelle regarde ce pan-là avec une attention justement particulière. C'est justement le rôle de l'AGEFOP d'aller auprès du secteur productif pour capter les besoins en compétences et pouvoir justement proposer des formations adaptées aux besoins du marché. Alors, il y a tout ce qui est formation diplômante, dans la formation professionnelle, dans les universités, mais je pense que cela a été dit également, c'est qu'au-delà en fait de la norme, c'est que le pays a quand même connu beaucoup de crises sociales et aujourd'hui, nous avons des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en éducation, qui représentent entre 4 et 6 millions. Donc c'est vraiment un défi parce qu'il faut quand même proposer des formations, une alternative pour pouvoir s'insérer à ces personnes-là. Donc en termes de formation, de requalification, de reconversion. Je dis reconversion parce qu'on a également des personnes qui arrivent au bout de leurs études, qui ont des diplômes, mais qui ont quand même du mal à s'insérer. Voilà. Donc il y a ce pan-là. Et également le fait que pour la plupart de l'enseignement, tout le monde est orienté, on va dire, dans l'enseignement général. Par exemple, après la troisième, vous avez 94% des personnes qui sont admises au BEPC qui sont orientées, on va dire, dans l'enseignement général. On n'a que 6% qui sont orientés vers la formation professionnelle pour l'apprentissage d'un métier. Donc, c'est un véritable défi, mais c'est une opportunité parce que si on arrive à faire l'apprentissage des métiers tôt et qu'on arrive à le faire à une population plus grande, je pense que les jeunes, et d'ailleurs les moins jeunes, auront les compétences qui pourront répondre aux besoins du marché, comme les entreprises le souhaitent et qu'elles appellent d'ailleurs de tous leurs voeux, puisqu'elles cotisent, elles payent une taxe d'apprentissage pour permettre cela. Donc voici ce que je pense identifier en termes de défis, mais qui pourrait être une opportunité et nous pourrons parler justement des perspectives. Bien sûr. Merci beaucoup Madame Karitia Koulibaly de Medeiros. Monsieur Karim Ouattara, vous êtes le directeur général adjoint de la LONASI, par ailleurs acteur politique de premier plan au sein du RHDP. Vous avez entendu le bilan dressé par vos copanélistes. Vous, déjà, quel est le bilan que vous faites? Est-ce que vous prenez à votre compte tout ce qui a été dit?
ou est-ce qu'il y a d'autres aspects de ce bilan-là que vous souhaitez évoquer? Par ailleurs, vous qui êtes à la tête de la LONASI, qui est aujourd'hui très ancrée dans les habitudes des jeunes, quel bilan faites-vous sur l'impact des activités de ce secteur-là sur la jeunesse? Nous vous écoutons. Merci Ali, merci cher aîné Stan Zézé et à son épouse, Madame le ministre, Mesdames et Messieurs. Effectivement, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que mes prédécesseurs ont dit. Et je pense qu'à leur suite, ce serait trop, je vais dire, expéditif de dire que la politique sociale du gouvernement est positive aujourd'hui, ce qui est le cas, mais il faut quand même qu'au-delà des mesures et des métriques, qu'on puisse quand même mettre cela en parallèle avec la perception de nos populations. Et il y a ce qui est mesuré, il y a ce qui est perçu. Donc dans les mesures, tout est positif. Dans la perception, on semble dire que la perception n'est pas alignée sur la mesure. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous nous trouvons. Et parfois, dans la perception, quand les questions sont posées, nous nous rendons compte qu'il y a une constellation ou alors donc, les opinions sont cristallisées sur un point essentiel qui est la cherté de la vie. Comme si la politique sociale d'un gouvernement devrait se limiter qu'à lutter contre la cherté de la vie. Alors que tout ce qui touche au social touche à plus d'aspects que la cherté de la vie, que lutter contre la cherté de la vie. Quoi que ce soit un pan, notamment nous avons les questions sécuritaires dont il faut tenir compte. On a parlé tout à l'heure de l'éducation, de la formation, mais il y a la sécurité dont il faut tenir compte. De toute façon, pour qu'on puisse quitter notre domicile pour aller faire une emplette au marché, ça veut dire que le pays n'est pas attaqué, donc la défense est active. Ça veut dire que le taux de criminalité a baissé, ça veut dire qu'on ne craint pas d'être agressé dans la rue. Donc tout ce sont des éléments qu'il faut regarder. Il ne faut pas avoir une analyse linéaire de la situation, mais il faut avoir une analyse matricielle. C'est-à-dire, c'est un tableau à plusieurs entrées. Il est clair que, pour emprunter ce que monsieur le maire Assalé Tchemoko a dit, que lorsqu'on rapporte environ 55% de taux de pauvreté à une population qui est moindre et qu'on améliore donc la valeur relative de 55 à 37% appliquée à une proportion qui est plus grande, on se retrouve donc en valeur absolue avec sensiblement les mêmes effectifs. Donc on a l'impression, dans la perception, que les choses n'ont pas évolué parce qu'on est quitté d'un point où on était avec 12 millions de pauvres, on retombe encore 15 ans après avec 12 millions de pauvres sans comprendre que ces 12 millions de pauvres qui représentaient 50% de la population il y a 15 ans, mais qui représentent aujourd'hui 37% de la population, voire 35%. Et même là, quand vous regardez dans le PSGouv et dans le programme national, donc je vais dire le programme national, pas le PSGouv, mais plutôt le programme national donc, de développement, qui cible l'année 2030, l'objectif du gouvernement, c'est de ramener le taux de pauvreté à 20%. Mais en même temps que vous ciblez une valeur relative qui est de 20%, il ne faut pas oublier aussi qu'on a un taux de croissance, augmente. Absolument, on a un taux de croissance moyen de la population qui est de 2,6. Donc on va tomber à 35 millions, voire 37 millions. Dans les conditions normales, s'il n'y a pas de crise autour de nous, aussi le Burkina a réussi à mobiliser, à maîtriser sa situation sécuritaire, le Mali, la Guinée, le Niger, qui fait que cela, il n'y a pas un fort taux d'immigration, parce que là, c'est vraiment dans des conditions normales, hein, c'est qu'on évolue en tenant compte seulement de la natalité, ainsi de suite. Mais quand on tient compte désormais donc, du flux des gens qui arrivent, alors il faut l'intégrer dans la politique globale donc, de gestion donc, du social. Mais aussi, il faut savoir que Madame le ministre a dit quelque chose tout à l'heure, mais si ça se passe mieux ailleurs, pourquoi les gens viennent tant chez nous? C'est parce qu'on a quand même un pays qui est attractif sur tous les pans, essentiellement le côté économique. Et quand on prend cet aspect, en regardant donc l'investissement direct, quand on regarde donc l'indice d'investissement direct, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui arrivent. Mais en même temps, quand vous avez des opérateurs économiques qui sont attirés par votre pays, mais ils viennent avec les corollaires, ça voudrait dire quoi?
quand ils viennent, il faut qu'ils habitent quelque part. Naturellement, quand ils viennent avec les moyens, ils doivent habiter quelque part. Donc, ils vont discuter l'habitat avec les Ivoiriens. Et du coup, quand ils vont discuter l'habitat avec des Ivoiriens, ils sont soutenus. Ils viennent avec donc, suffisamment de ressources. Quand vous avez des investisseurs qui fuient le Burkina pour venir parce que la Côte d'Ivoire est plus sécurisée, qui fuient le Mali parce que la Côte d'Ivoire est sécurisée, qui fuient le Niger, et la Guinée, le Libéria parce qu'ils se trouvent, ils ne peuvent plus aller en Europe, ainsi de suite, parce que les mesures sont beaucoup plus drastiques. Ils se disent en Côte d'Ivoire, le climat et tout est pratiquement similaire. Ils descendent ici, mais ils vont lutter l'habitat avec nous. Et quand ils luttent l'habitat avec nous, ils vont forcément proposer des prix qui sont au-dessus de ce que nous, on a régulièrement, on connaît. Donc, vous voyez que la lutte avec les investisseurs que nous attirons se passe là. Et en même temps, on va dire, mais l'habitat commence à coûter cher, alors que on est dans une économie libérale. Donc, du moins, on est dans une économie libérale, même si l'une des missions régaliennes de l'État, c'est de réguler le marché, mais en réalité, les prix seront régulés par la demande. Et on ne peut pas, de façon drastique, tomber sur le propriétaire d'un bâtiment pour lui dire, mais il faut que tu es mitoyen à l'appartement qui est à côté de toi et coûte 2 fois moins cher que le tien, mais ça dépend du coût du matériau qu'il aurait mis dans son bâtiment, vous ne savez pas. Bref, ensuite, en même temps, on demande au gouvernement ou encore à l'État d'user donc de moyens coercitifs pour que les prix baissent, mais lorsque vous baissez les prix, vous oubliez qu'il y a encore des effets derrière. C'est que quand vous baissez les prix, vous diminuez la marge donc, des producteurs, et quand vous diminuez la marge des producteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent par décompresser le personnel, donc on finit par se retrouver avec des Ivoiriens qui ont perdu leur travail, qui sont assis à la maison. Bref, c'est pourquoi j'ai dit que la question de la politique sociale du gouvernement ne doit pas seulement regarder de façon linéaire, mais il faut avoir donc un regard matriciel et ne pas seulement réduire ça à la cherté de la vie, mais tenir compte d'un certain nombre d'aspects qui vont au-delà de lutter contre la cherté de la vie. Et au sein de la LONASI, nous avons une feuille de route, une lettre de mission qui nous a été donnée, où notre contribution, aussi peu soit-elle, il faut que cela puisse également se refléter en fonction de la croissance de notre chiffre d'affaires. Et nous sommes passés en 2011 d'environ 137 millions de francs CFA en 2025 à plus de 6 milliards que nous investissons dans le social en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Karim Ouattara. Alors, si je devais résumer, c'est un exercice très difficile, hein, la plupart de vos propos en une seule phrase, ce serait de dire que la Côte d'Ivoire, suite à une crise profonde, a hérité d'infrastructures et de politiques sociales effondrées. Au lendemain de cette crise-là, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore des défis, d'importants défis à relever. On va donc parler maintenant de ces défis. Madame la ministre, aujourd'hui, quand vous prenez l'Ivoirien lambda dans les rues de, je ne sais pas, Koumassi, Abobo, Atekoubé, Karim Ouattara l'a dit, on se dit, bon, la vie est chère parce que le sac de riz, il a augmenté un tout petit peu, l'huile, pareil, le carburant, même s'il a connu une réduction dernièrement, on estime que tout est cher en Côte d'Ivoire. Il faut avoir une certaine culture pour avoir le regard général évoqué par Karim Ouattara, mais à ces populations-là, vous, en tant qu'acteur du gouvernement, en votre qualité de ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les défis, comment on les affronte? Est-ce que déjà vous les avez identifiés, ces défis? Merci Karim. Avant de répondre à la question, je voudrais rebondir sur l'intervention de mon collègue, le maire de Tia-Salé, qui est une réalité. Mais quand un pays traverse plusieurs crises, la décentralisation devient un peu compliquée parce qu'il y a des services qui doivent exister avant la décentralisation. C'est les services de l'administration du territoire et la gabegie que la Côte d'Ivoire a connue au niveau des collectivités décentralisées avant ces 15 dernières années parce qu'il n'y avait pas l'existence d'une Cour des comptes. Aujourd'hui, il y a une Cour des comptes. Nous avons un Sénat en bonne et due forme
Et je crois que c'est pour le mois de mai où les sénateurs vont organiser un symposium pour réellement regarder comment est-ce que les pouvoirs, pas simplement les pouvoirs, et les finances peuvent être décentralisés au niveau des collectivités, les élus locaux qui sont les premiers contacts avec la base. Dans la collecte municipale, il y a un reversement au niveau de l'électricité, au niveau de l'eau. Il y a un compte unique du Trésor et je pense que c'est les urgences nationales qui sont prises en compte et ensuite il y a un retour aux collectivités. Mais avec ça, c'est difficile de réaliser de grosses et de grandes œuvres. Et vous voyez, à Abidjan, il y a plus de ressources par rapport aux collectivités à l'intérieur du pays. Donc, vivement ce symposium pour que cela puisse être une réalité. Aussi, Karim parlait d'avoir un regard transversal sur l'évolution sociale du pays, ce qui est une réalité. Moi, je voudrais donner quelques chiffres. 44 000 salles de classe construites en 14 ans, de 83,8% de taux de scolarisation, nous sommes à 105,5%. Au niveau du secondaire et au premier cycle, nous sommes passés de 37,7% à 82,27% de taux de scolarisation, bien sûr avec un taux élevé aujourd'hui de la jeune fille, de la petite fille. Au niveau de la santé maternelle et infantile, c'est des vrais chiffres, hein? Ce n'est pas juste des graphiques et une courbe. Alors, la mortalité infantile est passée de 108 sur 1000 naissances à 74 et la mortalité maternelle est passée de 614 à 385 sur 1000. Et comme je l'ai dit tantôt, vous avez 17 millions d'Ivoiriens enrôlés à la CMU et je vous ai parlé de l'autonomisation des femmes et comme le disait ma sœur, Madame de Medeiros, à côté, aujourd'hui, il faut une adaptation, il faut aller de façon massive vers la formation professionnelle. Je vais vous donner des exemples. En 14 ans, nous avons fait plus de 2000 km de bitume. Il y a un maître d'œuvre, mais la main-d'œuvre, la petite main-d'œuvre de travail, vous n'avez même pas 40% d'Ivoiriens. On est obligé de faire appel à des jeunes formés du Ghana, du Togo et du Bénin. Donc il faut aujourd'hui des écoles adaptées à l'économie d'aujourd'hui et de demain. Et au niveau de l'éducation professionnelle, je crois qu'on a vu 6 ou 7 lycées professionnels avec des spécificités selon les besoins du marché ouverts par le ministre Kofi. Et à la suite de ça, au niveau de la représentativité des femmes, de l'égalité des genres, nous sommes passés de 7,69% de représentativité de femmes au gouvernement à 18%. C'est peu, mais je pense qu'on est sur la voie. Au niveau de l'Assemblée nationale, nous sommes passés de 9% à 12%. Au niveau de la fonction publique, au poste de responsabilité d'administrateur, de 28% de femmes à 41% et des femmes mères de 6 à 12%. On a doublé, mais il faut faire mieux. Alors, la petite histoire, on s'est rendu compte, je pense que pour toutes les sœurs et les dames ici, qui sont des mères de famille, quand nous avons des bébés, quand ils ont 2-3 ans, il faut les amener à des crèches. En 2011, il y avait 0 crèche appartenant au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est des structures privées où il fallait envoyer les enfants à des crèches. Et aujourd'hui, nous avons 160 crèches en milieu rural et 278 en milieu rural qui sont des structures étatiques où les enfants peuvent être pris en charge. Alors, l'autre évolution, c'est les filets socioproductifs. Et je pense que pour nos frères et sœurs qui ont vécu en Europe et aux États-Unis,
il y a les familles vulnérables, les plus vulnérables qui sont identifiées et qui ont accès à un logement, qui ont accès à l'assurance, le Medicaid, qui ont aussi accès à un coupon qui leur permet de pouvoir acheter de la nourriture dans les supermarchés et qui vivent aux États-Unis, on appelle les projects. Je pense qu'en France, c'est en banlieue où il y a plein de personnes vulnérables. Aujourd'hui, c'est plus de 557 000 ménages en milieu urbain et rural qui ont accès aux filets sociaux productifs, qu'ils reçoivent tous les 3 mois. Et vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente en milieu rural. On vient de le commencer, c'est un petit montant, c'est 37 500, mais 37 500 en milieu rural, c'est beaucoup d'argent. Je pourrais vous dire ensuite, vous donner des exemples. Les défis persistent, c'est vrai, parce qu'au niveau mondial, il y a des défis. Ces dernières années, on a connu des crises d'ordre mondial qui a affecté le monde et qui affectent aussi la Côte d'Ivoire. Nous avons eu la pandémie de la Covid-19, nous avons eu la crise russo-ukrainienne qui a vu le prix du blé monter et donc qui a changé le prix du pain au plan national. Les défis à relever aujourd'hui avec tout ce qu'on voit, toutes ces transformations, toutes ces décisions de certaines grandes nations de se prendre en priorité, serait que la Côte d'Ivoire puisse entreprendre et, je veux dire, anticiper sur certaines situations. La première préoccupation de mon point de vue est celle de la souveraineté alimentaire, premièrement. La souveraineté alimentaire, je pense qu'au niveau agricole, et le ministère d'État est en train de faire un travail extraordinaire à ce niveau-là, avec la création des pôles agricoles, je crois qu'il y en aura 6, voilà, et la souveraineté alimentaire et la formation professionnelle, et ensuite la sécurisation du pays. On a eu à mettre en place plusieurs PS-Gouv, mais 2 PS-Gouv ont servi à sécuriser la zone nord du pays qui avait à ses bords le djihadisme. Et on a vu en 2016 ce qui s'est passé sur la plage de Bassam, mais c'est une tentative parmi des centaines, une seule tentative parmi des centaines qui ont réussi. Et au-dessus de ça, il faut la paix. Il faut la paix, il faut cet esprit patriotisme des Ivoiriens pour rester unis. Et bien entendu, on attend, c'est une grossesse qui a trop duré et qui perdure, mais je suis convaincu que le bébé va naître. C'est la naissance de l'Ivoirien nouveau. L'Ivoirien qui comprendra que seul le travail paye, l'Ivoirien qui comprendra qu'il faut qu'il apporte sa pierre à l'édifice de la construction de son pays, qui est notre belle Côte d'Ivoire. Et ça, j'en suis consciente parce que je visite les centres que j'ai d'accueil des enfants vulnérables, des enfants en conflit avec la loi, les centres d'insertion du ministère de la Jeunesse. Je pense que les discours commencent à changer et le pays étant stable, il faut aussi investir ici sur les Ivoiriens. Il faut avoir confiance à la jeunesse ivoirienne et il faut aujourd'hui investir plus pour que dans les différents domaines, nous puissions voir ces champions ivoiriens, ces champions au niveau privé ivoirien, tant attendus, pour que nous puissions être comme un pays comme le Nigeria, qui aujourd'hui peut connaître des crises sécuritaires, mais qui a des champions nationaux qui garantissent la souveraineté alimentaire de leur pays. Merci. Merci beaucoup, Madame le Ministre. Merci. Monsieur Antoine Assalé Timoko, alors, les premiers acquis sociaux pour un pays, évidemment, il y a la sécurité, il y a la paix sociale. Nous sommes dans une année électorale. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, le bilan social en termes
d'infrastructures de base, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a des défis à relever. Est-ce que le principal défi cette année et pour les années à venir, ce ne sont pas finalement la préservation de la paix et d'un climat social apaisé, une sécurité dans une Afrique de l'Ouest en proie à des crises sécuritaires? Merci. Alors, avant de répondre à cette question... Pardon, je veux préciser qu'il nous reste 12 minutes selon le chrono. Je vous propose à chacun, les trois autres intervenants, de prendre 2 ou 3 minutes chacun pour évoquer les défis et puis enfin un dernier tour de table pour le mot de la fin. Alors, les défis restent énormes. Il y a une pensée chinoise que j'aime bien. Elle dit qu'avant le béton, il faut du riz. C'est-à-dire que derrière les infrastructures que nous réalisons, il faut bien que la notion d'impact social, la notion de prise en compte de la dimension humaine du développement soit très développée. Alors, parfois, ce n'est pas de l'argent qu'il faut. Parfois, il faut instaurer de la justice. Parfois, pour lutter contre la pauvreté, ce n'est pas forcément de l'argent. Parfois, il faut instaurer un peu de justice sociale. Je vais schématiser pour que vous compreniez un peu. Tout à l'heure, Madame la ministre parlait au sujet des collectivités. Quand, par exemple, les populations cotisent pas, payent la redevance enlèvement d'ordures sur leur facture, et que cet argent est reversé à une entité qui est basée à Abidjan, qui est censée revenir ramasser les ordures dans cette collectivité-là, et qu'elle ne vient pas, et qu'au final, les populations se retrouvent dans les ordures, ça pose un problème de justice sociale. Il suffirait que cet argent soit remis aux collectivités pour que le maire qui a la responsabilité de l'entretien fasse son travail, pour que les populations sentent qu'elles sont prises en compte par la gouvernance locale et au-delà par le gouvernement. Donc vous voyez, la notion de justice est importante. Quand on prenait même en matière d'éducation, jusqu'en 2018, en 2020, il y avait cette histoire des COGES que les parents de l'élève payaient et qui créaient des problèmes énormes dans les écoles à la rentrée scolaire. Au niveau de notre collectivité, il a suffi qu'on réforme en utilisant la loi sur les collectivités, qu'on réforme les COGES pour qu'au niveau étatique, les gens sentent la pertinence de la mesure et que le chef de l'État l'applique au niveau national. Mais depuis que la mesure a été prise et que l'accompagnement n'a pas suivi tous les jours, beaucoup d'écoles aujourd'hui ont du mal à fonctionner à la rentrée scolaire parce que les fonds COGES arrivent pratiquement en année N+1 alors que l'année scolaire N-1 est déjà terminée. C'est cela. Et ça, c'est compliqué. Et donc, je pense qu'il y a, M. Karim l'a dit, il y a les mesures et puis il y a la perception. Taux de pauvreté, 37%, moyenne nationale, mais quand vous prenez les régions, en fonction des régions, les disparités sont énormes. Il y a des zones où on est pratiquement à 70 à 80% de précarité. Et donc, tous ces éléments-là, ce sont de grands défis à relever. Alors, moi, je suis toujours là-dessus, c'est quelque chose à laquelle je tiens. Je me dis que pour que la politique gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté soit vraiment efficace, il faut associer certains acteurs. Et ces acteurs, les premiers, c'est les collectivités. L'État est propriétaire des collectivités. De par la loi, les collectivités ont eu des transferts de compétences. Il faut les mettre en œuvre et permettre aux collectivités de jouer leur rôle. Vous voyez, il y a 2 ans, le ministère de l'Intérieur a pris une mesure pour demander aux élus que nous sommes de plafonner à seulement 10% nos interventions sociales. Vous voyez que ça limite, Madame la ministre peut témoigner, tous les jours que Dieu fait, les maires sont en train d'assister les populations. Mais quand vous décidez que le maire plafonne à 10% les interventions sociales auprès de sa population, il y a ce sentiment-là d'abandon qui automatiquement va revenir parce que les choses qu'on faisait hier, on vous demande de ne plus le faire. Et si vous n'expliquez pas ça aux populations et que demain, un adversaire arrive pour promettre autre chose, le maire qui est là, il est en difficulté. Bien sûr. Et donc, pour moi, c'est des défis qui sont énormes et il faut ramener le mécanisme de décision à la proximité. C'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très important. Parce que localement, on peut créer un embryon d'économie par la gestion locale, par le fonctionnement des collectivités. Et c'est à l'État d'apporter les ressources, d'apporter l'accompagnement et de faire en sorte que les élus jouent leur rôle. L'État peut se mettre au niveau, même les constructions des routes. Il n'appartient pas à l'État d'aller bâtir et d'aller faire du bitume dans une commune. Ce n'est pas son rôle. L'État, sa fonction, c'est de faire la voie qui traverse la ville. Mais les voies locales, ce n'est pas le rôle de l'État. Ce qui fait que vous allez voir qu'il va y avoir une disparité
en termes d'infrastructure parce que l'État, depuis Abidjan, ne peut pas gérer dans la proximité. Or, si on transfère effectivement les compétences, à partir de ce moment-là, il va y avoir une sorte d'harmonisation dans la gestion des choses et l'impact va être encore plus grand. Voilà comment moi je perçois le défi le plus important à gérer. Un mot sur la paix sociale et la sécurité dans cette année électorale. Un mot sur la paix sociale et la sécurité. Mais évidemment, comme défi dans cette année électorale. Il y a des cycles de 5 ans, on en a parlé ici depuis ce matin. Nous sommes en année électorale et le stress déjà commence à s'installer. Il faut faire en sorte que le 27 octobre 2000... pardon. Non, pas le 25, le 27 octobre. Le surlendemain. Voilà, de l'élection. Au surlendemain de l'élection présidentielle, qu'on puisse aller au travail, que l'école soit ouverte, qu'on puisse aller à la prière. Si on peut garantir ça, je pense que l'impact social de la politique du gouvernement va être continu et non être brisé par une crise qu'on ne pourra pas gérer encore parce qu'on n'a pas les ressources morales pour gérer encore une crise en Côte d'Ivoire. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le député maire. Madame Karitia Koulibaly de Medeiros, vous qui êtes à la tête de l'AGFOP dans le secteur formation professionnelle, un grand pays comme la Côte d'Ivoire qui se développe, qui essaie d'avancer, a besoin évidemment d'une main-d'œuvre, d'une jeunesse bien formée. Vous avez égrené tout à l'heure quelques défis. Aujourd'hui, pour vous, les principaux sont lesquels face à cette jeunesse qui vous regarde en face? Alors, tout à l'heure, je disais en termes de défis, malheureusement, il n'y a que 6% des jeunes qui sont orientés vers la formation professionnelle. En termes peut-être de chiffres, dire qu'on a à peu près 160 000 personnes qui sont formées dans la formation professionnelle, alors que dans l'enseignement général, on est à plus de 2,4 millions. Donc le défi, c'est de faire en sorte qu'on puisse orienter davantage d'élèves vers la formation professionnelle, parce que tout le monde ne pourra pas travailler dans des bureaux, tout le monde ne pourra pas être absorbé donc, par les entreprises formelles, ni par l'administration publique. Donc, il y a la volonté politique déjà de réorienter donc, ces jeunes-là vers l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il y a également une mauvaise perception, malheureusement, des métiers de la formation professionnelle. Les jeunes eux-mêmes ne s'intéressent pas à la formation professionnelle et j'ai envie de dire les parents non plus. D'ailleurs, nous avons organisé il y a 2 mois, très exactement, la première édition du Forum international des métiers et des compétences, dont un des objectifs était d'aider à changer la perception sur ces différents métiers, parce que si nous regardons aujourd'hui les pays asiatiques, les pays occidentaux qui se sont bien développés, ils se sont appuyés sur l'apprentissage des métiers, sur la formation professionnelle, et donc il faut qu'on arrive à faire changer cette perception-là à nos jeunes, à nos parents. Un autre défi, M. Derassouba, c'est, j'ai envie de dire, l'application des textes réglementaires. Moi, je le vois au niveau des textes réglementaires qui régissent l'AGFOP ou d'autres structures du ministère. Et là, j'entends également que, par exemple, il y a un certain nombre de transferts de compétences qui, dans les textes en tout cas, sont faits aux collectivités territoriales. Mais dans la réalité ou dans l'application donc, de ces textes, il y a souvent de nombreux défis. Alors, donc ça, c'est en règle générale, mais il y a un défi en particulier de l'application de ces textes réglementaires qui touche particulièrement l'AGFOP, ça concerne les ressources financières. Je vous ai dit, l'objectif de l'AGFOP, c'est de contribuer à l'adéquation de la formation et de l'emploi. Et justement, en termes de réalisation concrète, l'AGFOP se déplace justement à l'intérieur du pays, essaie de se rapprocher des populations, de travailler en partenariat avec les collectivités territoriales. Et à cet effet, nous sommes en train de mettre en œuvre la phase pilote d'un programme que nous pensons que ce programme pourra aider justement à régler ce problème. Nous le faisons d'ailleurs en partenariat avec le cabinet Bloomfield Intelligence. Alors, nous allons dans les collectivités territoriales et nous regardons l'écosystème, le secteur privé, les organisations professionnelles. Nous écoutons les jeunes, les femmes. Nous discutons avec les autorités locales pour voir justement quels sont les projets prévus dans ces zones-là. Et à partir donc des besoins exprimés après avoir écouté tout le monde, ces entreprises, tout le monde,
on identifie ces besoins en compétences et nous proposons des programmes de formation qualifiante que nous écrivons de concert avec le secteur privé pour garantir que les programmes répondent réellement aux besoins de ces entreprises-là, mais que ces programmes répondent aux besoins du marché local pour, on va dire, développer ces collectivités territoriales-là à travers les potentialités économiques de ces zones. Donc l'objectif avec ce programme, je ne l'ai pas nommé, c'est le programme national Passeport Compétences, pour que les jeunes comprennent qu'en réalité, leur véritable passeport vers l'avenir, vers l'autonomie financière, ce sera leur compétence. Ça ne sert à rien de chercher un Eldorado ailleurs, il vaut mieux avoir un vrai passeport vers l'insertion professionnelle durable à travers les compétences, et nous souhaitons vraiment le faire en partenariat avec les collectivités territoriales. Quel autre défi? Alors peut-être le dernier défi que nous sommes en train de régler, c'est la disparité en fait de l'accès aux établissements de la formation professionnelle sur l'ensemble du territoire. Il y a à peu près 700 établissements dans la formation professionnelle et dont 10% détenus donc, par l'État, donc des établissements publics, tout le reste c'est privé, mais malheureusement tout est concentré, on va dire, dans la zone sud, à Abidjan et en dessous de Bouaké. Et une autre disparité, c'est que l'État qui réalise le plus gros des investissements dans les secteurs industriels, dont a le plus gros de ces infrastructures-là, de ces établissements. Et en général, les établissements privés vont se contenter d'un minimum d'investissement et former dans tout ce qui est RH, communication, qui ne répondent pas forcément aux besoins du marché. Donc, voici tous les défis que nous rencontrons. Je pense que Monsieur le ministre Nguessan Kofi, qui est le ministre de tutelle de la formation professionnelle, s'attelle à les régler. Je pense que tout le monde le voit à la tâche en train de faire des constructions, des réhabilitations. Nous travaillons également sur la formation des formateurs pour que les formateurs eux-mêmes soient outillés pour transmettre ces compétences-là aux jeunes. Il y a une implication plus forte du secteur privé dans la co-construction, comme on l'a dit, des curricula, des programmes de formation. Et donc l'école de la deuxième chance pour offrir une deuxième chance à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller jusqu'au bout de leurs études ou de ceux qui sont sortis du système, l'Académie des talents pour améliorer la qualité, mais aujourd'hui on va au-delà même de cette école de la deuxième chance. Il faut que les jeunes et les moins jeunes puissent comprendre que la formation professionnelle c'est une véritable voie d'opportunité. C'est à travers cette formation professionnelle-là que les pays se sont développés, et aujourd'hui je pense que tout le monde l'a noté, plus de 70% de la population est jeune. Ça fait peur, mais c'est également une opportunité. Et si nous arrivons à saisir ce message-là, qu'il faut vraiment développer ses compétences à travers l'enseignement technique et la formation professionnelle pour pouvoir en fait avoir les compétences et exercer un métier tout de suite, je pense que si on arrive à former notre jeunesse dans ce sens-là, je pense que tous les pays développés qui ont leur population vieillissante aujourd'hui viendront en Côte d'Ivoire. Ce sera l'Eldorado pour ces pays-là, pour avoir une main-d'œuvre qualifiée, développer nos pays. Et puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre le numérique, l'intelligence artificielle, nous pourrons avoir beaucoup de jeunes Ivoiriens qui pourront vendre leurs compétences à l'extérieur. Merci beaucoup, Madame Karitia Koulibaly de Medeiros. Alors, bon courage, hein, bon vent pour réussir à casser tous les stéréotypes et à réussir à inverser la perception. Parce qu'en Côte d'Ivoire, forcément, un comptable est mieux perçu qu'un plombier ou un mécanicien, alors qu'un plombier ou un mécanicien bien installé peut créer une entreprise qui puisse créer de la richesse. En tout cas, bon courage, on sait compter sur votre énergie. Monsieur Karim Ouattara, on va terminer avec vous. Comment vous entrevoyez-vous à la lumière de tout ce qui a été dit, les défis, l'avenir, les perspectives? Déjà, je pense qu'au norme des défis, j'aime bien parler des chiffres et de ce qu'on ressent. Le gouvernement fait pas mal d'efforts, c'est vrai. On ne se sentira, je veux dire, à l'échelle de tout le monde individuellement, on ne se sentira vraiment pris en compte dans un programme social mis en application par un gouvernement que lorsque
nous-mêmes, on aura la perception que notre pouvoir d'achat permet de subvenir à nos besoins. C'est ça. C'est cette équation qui permet de dire que je suis pris ou je ne suis pas pris en compte. Du moment où mon pouvoir d'achat est en deçà de ce que j'espère gagner, j'ai l'impression d'être parmi les défavorisés de la société et d'être les laissés pour compte. Alors, sur cet aspect, ce que je pense qu'il faut que le gouvernement puisse faire, c'est déjà de mettre en place des mécanismes qui permettent de protéger déjà le pouvoir d'achat des consommateurs. Ça, c'est très important. Ça, c'est un gros défi. Il y a du travail qui est fait. On lutte effectivement contre la cherté de la vie, c'est vrai. Mais il faut protéger, comme on appelle donc, le pouvoir d'achat. Mais également, il faut, toujours dans la perception des choses, quand on regarde le dernier rapport de Transparency, je pense, qui a été publié en février 2024 sur l'indice de perception de la corruption en Côte d'Ivoire, les chiffres sont bien. Les chiffres sont bien. Quand on regarde l'indice de perception de la corruption, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a gagné 5 points par rapport à l'année dernière. On passe donc de 40 sur 100 à 45 sur 100, même si on n'est pas encore à la moitié, mais on se trouve parmi les 30% de pays qui ont réalisé un bond qualitatif. Et quand on se compare par rapport à 2011, on était à 22 points sur 100. Là, nous sommes à 45 points sur 100. Donc, ça veut dire que selon Transparency et selon les chiffres encore, on a amélioré cette perception. Maintenant, comment l'Ivoirien le ressent sur le terrain? Il faut sévir. Il faut sévir. Il faut protéger, comme je le dis, il faut protéger, comme on appelle, le pouvoir d'achat. Donc, tout ce qui peut permettre d'impacter, c'est-à-dire le pouvoir d'achat du consommateur de façon indirecte, de façon illicite, de façon contournée, ce sont des choses qu'on ne mesure pas, mais qui sont ressenties. Vous voyez? Ensuite, vous avez ce qu'on appelle notre système éducatif, et je pense que le modèle qui est promu en Côte d'Ivoire n'est pas le bon modèle. Le directeur général d'une société d'État n'est pas le modèle. Moi, je ne suis pas le modèle ivoirien. Le modèle ivoirien, c'est quelqu'un qui réussit à faire son entreprise, qui travaille et qui réussit. Le ministre n'est pas un modèle ivoirien. Le ministre, il a la disposition du contribuable, je veux dire. Il ne faut pas faire la promotion du ministre, il ne faut pas faire la promotion du DG, je ne sais pas, en tout cas tous ceux qui dirigent ces sociétés d'État et trucs. Non, ce serait le directeur général d'une société privée, je suis d'accord qu'on puisse faire sa promotion. C'est le modèle qu'il faut promouvoir. Mais ça va se trouver où? Dans notre système éducatif, mais également dans la perception de nos populations. Et c'est ce qui cristallise tous les débats politiques. Parce qu'on s'est dit, il faut qu'on se batte pour que quelqu'un de notre tribu, de notre caste, de notre ethnie, soit là où on décide pour que ma tribu, mon caste, mon ethnie se trouve parmi les favorisés de la société. Mais c'est le modèle qu'on a vendu. C'est normal que les débats soient cristallisés et qu'on ait l'impression que pour qu'on puisse réussir, il faut appartenir à une organisation politique. Donc, c'est le modèle qui est mal promu, ce n'est pas le bon modèle. J'ai comme l'impression que les mutations numériques, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, mais les mutations numériques vont plus vite que nous-mêmes, notre perception même du terrain. Les jeunes aujourd'hui, ils cherchent comment monétiser une page, comment d'abord créer une page TikTok, la monétiser, et puis comment la rendre virale. Parce qu'ils se disent, c'est là que je gagne de l'argent. Mais en rendant une page TikTok virale, mais ils se permettent de dire tout et n'importe quoi. Il y a des gens, pour seulement calomnier des gens, monétisent une page et puis vous disent, allez, il y a les Cassima de Papo, venez vous abonner à 2000 francs et les Ivoiriens y vont. Vous voyez? Donc ça veut dire que même nous-mêmes, dans nos administrations, on n'a pas compris que ce sont des éléments qui impactent l'opinion et qui désorientent même nos jeunes. Ils ne vont plus au champ, ils sont derrière des claviers à la maison, les parents même à peine les voient au salon, mais les jeunes, ils sont dans les chambres ou bien ils sont toujours sur les téléphones en train de grouper le minimum de précoces qu'ils peuvent suivre pour juste aller faire le matu-vu
dans une boîte, d'un maquis et tout. Donc ça veut dire que nous-mêmes, en touchant notre système éducatif, il faut qu'on puisse se dire qu'il y a des mutations qui se passent. Un président de la République doit s'intéresser à ce qui se passe dans le monde virtuel. Parce que c'est les consignes qu'ils reçoivent dans le monde virtuel qu'ils mettent en application dans le monde réel. Vous voyez? Un ministre doit tenir compte de ça, un directeur général et un père de famille doit tenir compte de ça. Nous avons une économie qui souffre déjà du fait que cette économie soit en majorité informelle. Pendant qu'on lutte à rendre formelle cette économie, qui va venir nous aider, on est gangréné par des systèmes où les Ivoiriens même ne se font pas confiance. Pourquoi on ne se fait pas confiance? Parce qu'on se dit, on ne peut pas faire de deal avec quelqu'un qui est trop proche de nous. Je ne sais pas si on s'est compris. Parfaitement. Alors, je l'explique en des termes plus simples. On se sent plus en sécurité à faire une affaire avec quelqu'un qui vient du Nigeria, du Sri Lanka, de la Chine, parce qu'on s'est dit de toute façon, il n'est pas intéressé par la politique de la Côte d'Ivoire, donc il n'ira dire nulle part que j'ai remis un bac chiche ou un truc à telle personne. Il ne se sent pas exposé. Le jeune qui a créé son véhicule Bandit, je suis quand même surpris de constater que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a qu'une seule commande. Une seule commande. Comment vous pouvez comprendre cela? Pourtant, les gens continuent de passer des commandes. Mais quand ce modèle qui est immergé dans tout ce qui se passe, quand lui, il émerge et qu'à un moment donné, les jeunes ont placé de l'espoir en lui, on le regarde, et demain on le voit en train de faire un témoignage pour dire « J'y ai cru, je me suis investi, ça n'a pas marché, j'ai échoué ». Vous pensez qu'ils vont aller là-bas? Non. C'est bien. Le système de protection sociale que nous avons, c'est vrai, il est composite, il tient compte donc de la partie assurance sociale et de la partie donc assistance sociale. L'assurance sociale, mais combien de personnes y contribuent? Combien? Donc, le gouvernement a obligé maintenant de faire de l'assistance sociale. Et cette assistance, à travers donc les filets sociaux, merci au président, qui a jusqu'à 400 000 personnes, 500 000, madame la première dame qui soutient des foyers, des femmes, environ 500 000, donc ça fait 1 million qu'on sort de tout ça. Mais après, la population continue d'accroître. Les problèmes sont là. Notre économie est informelle, on n'épargne pas, et il suffit du moindre choc qui arrive dans une famille, quel que soit le membre de la famille, qu'on mobilise tout de suite l'assistance autour. Donc, à côté de l'assurance sociale, de l'assistance sociale, il y a l'assistance familiale qu'on n'intègre pas. Et le fait qu'il y ait l'assistance familiale, où on compte sur un tonton, une tantine, un cousin, un frère, un collègue, pour se sortir d'affaires, et en même temps que lui, il nous aide à sortir de cette affaire, mais on l'a rendu vulnérable aussi à différents chocs. Donc voilà un peu dans cet engrenage que nous sommes, parce que justement, nous avons fait la promotion du mauvais modèle en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup Karim Ouattara. En d'autres termes, il faut repenser ou il faut refaire l'ADN des Ivoiriens. Je ne sais pas si cela est possible tout de suite, mais bon, vous avez reversé cela à la réflexion générale. Merci en tout cas pour votre postulat. Mesdames et messieurs, nous sommes pris par le temps, nous sommes quasiment arrivés, nous avons largement dépassé le temps imparti pour ce panel. Avec la gentillesse du comité d'organisation, nous allons vous permettre de poser 2 questions, si questions il y a. S'il n'y a pas de questions, ben, c'est tant mieux, ça veut dire que tout a été bien compris. Il y a une main de ce côté-là. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Le temps pour moi de dire merci au directeur général de la CEGRAE, qui nous a fait l'honneur de nous retrouver. Et de la CNPS, autant pour moi, autant pour moi. Monsieur le directeur général de la CNPS, autant pour moi. J'ai pensé prévoyance sociale, donc c'est l'autre qui est venu dans la tête. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Madame Ba Davis, merci d'être là, merci beaucoup. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour. Vous présentez, vous posez votre question. C'est ça, je suis Jean Quadio, je réside actuellement au Canada. Ma question, c'est à... Le micro, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi. Ma question s'adresse à Madame de la formation. Excusez-moi, je n'ai pas retenu son nom, je suis vraiment désolé. Voilà, donc ma question c'était de dire d'espérer que la formation professionnelle intéresse plus nos jeunes en continuant ce qu'on fait d'habitude. Est-ce qu'il n'est pas intéressant de regarder plutôt les systèmes plutôt anglophones, par exemple aux États-Unis, où là-bas vous voyez que les métiers qui sont un peu mis en avant, c'est vraiment souvent, bon, hormis les militaires,
c'est vraiment les métiers types des personnes de la construction. Ces personnes-là jouissent un peu de certaines facilités, de certains statuts. Par exemple, je vous donne un exemple, au Canada, c'est vraiment connu qu'un travailleur de la construction là-bas, il travaille seulement que 6 mois, il a de quoi subvenir pour toute une année. Donc, est-ce qu'il n'y a pas moyen de favoriser, donner plus d'incitatifs à ces milieux professionnels-là pour que l'image au niveau de la population change, qu'on voit que c'est une voie non pas de garage, mais qui donne un peu de fierté à ces personnes-là qui vont aller dans ces métiers-là. Ça va nous permettre, nous, comme vous dites, de favoriser les jeunes et puis de descendre un peu la méfiance des parents. Très bien. De ces métiers. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Deuxième question, deuxième et dernière. Je voulais vous prendre, malheureusement, on a pris un homme, on va prendre une dame. Il y a une dame dans le fond, là, juste en face de moi. Monsieur, on est galant, hein. C'est bien grave, on va prendre la dame et... De toutes les façons, les intervenants sont là. Le temps qu'ils quittent la salle, vous aurez le temps de les approcher, poser vos questions. Madame, allez-y. Merci. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Dr Rachel Kofi, directrice exécutive de la Fondation Keidan. Alors, depuis quasiment une décennie, si je ne m'abuse, l'on parle de l'inadéquation entre formation et emploi. Mais, sauf erreur de ma part, on n'a pas encore identifié sur quoi repose cette inadéquation. Que disent les professionnels? Où se trouve le nœud de l'inadéquation? D'autant plus que, depuis plus de 2 décennies, les mêmes filières existent. Elles s'adaptent, elles s'améliorent, elles ne disparaissent pas. Les curricula existent, s'adaptent et s'améliorent. Finalement, y a-t-il véritablement une inadéquation? Est-ce que la question n'est pas plutôt axée sur les soft skills qu'il faut développer et qui finalement constituent le nœud du problème et non une véritable inadéquation? Merci. Merci docteur, merci beaucoup. Alors, les 2 questions qui ont été posées s'adressent clairement à Madame de Medeiros. Exceptionnellement, vous aviez droit à 1 minute pour votre mot de la fin. Je vous en accorde 2. Je vous donne 2 pour répondre aux questions et en même temps votre mot de la fin. Et on poursuivra avec les autres panélistes. Allez-y. Merci. Alors, pour répondre à la première question, je pense que j'avais souhaité justement avoir un rendez-vous à l'époque avec les autorités de l'ambassade des États-Unis. J'espère qu'après ce panel, j'aurai ce rendez-vous-là pour qu'on puisse s'inspirer du modèle américain. Mais comme je l'ai dit, il y a également quand même d'autres modèles qui valorisent la formation professionnelle. Alors, ça ramène peut-être à 2 choses, et nous sommes en train d'adresser le sujet. J'en parlais tout à l'heure d'ailleurs avec le DGA de la CNPS. En fait, je pense que avant même de pouvoir rendre ces métiers-là attractifs, il faut qu'on arrive à professionnaliser ces métiers. Alors, professionnaliser ces métiers, c'est d'abord faire le répertoire de tous les métiers dans une filière et de pouvoir avoir des référentiels de compétences standards associés à chacun de ces métiers. Donc ça, c'est une mission, une des missions de l'AGEFOP, et j'espère que nous pourrons mettre en œuvre à une échelle beaucoup plus grande, parce que nous l'avons déjà fait pour certaines filières, et j'en parlais vraiment tout à l'heure, je disais avec le DG de la CNPS, parce qu'ils ont quand même aujourd'hui comme grand projet de passer à la formalisation de cette économie informelle. Mais le préalable, c'est la professionnalisation. Une fois qu'on va professionnaliser, qu'on va bien identifier les compétences, les formations qu'il faut, on va pouvoir vendre cela, j'ai envie de dire, aux jeunes, parce qu'ils verront qu'une fois qu'ils ont la bonne formation, la formation qu'il faut, ils auront les revenus en face qu'il faut. Parce que malheureusement, ce qui fait que ce n'est pas attractif, c'est que le plombier ou l'électricien, en réalité, il n'est pas bien formé, il bricole et il ne s'en sort pas financièrement. Donc c'est vraiment, je veux dire, tout un écosystème qu'il faut qu'on regarde. Je suis tout à fait d'accord, madame, avec le point sur les soft skills. C'est vraiment un point que nous avons identifié et ça fait partie justement des formations qu'on souhaite donner, quel que soit le domaine d'activité. Si on doit faire des formations en plomberie, en électricité, en entrepreneuriat ou dans n'importe quel autre domaine,
Aujourd'hui, nous avons compris qu'il faut absolument donner des soft skills à nos jeunes et à nos moins jeunes parce qu'on a compris qu'il y a vraiment peut-être un changement de mentalité à avoir. Moi, j'étais très contente de voir qu'il y avait l'Ivoirien nouveau. Je disais tout à l'heure, on a beaucoup de jolis textes. Comment on va mettre ça en application? Madame la ministre, vraiment, je compte sur vous pour ce plaidoyer-là, pour voir justement comment, c'est vrai, nous allons essayer de le faire au niveau de la formation professionnelle, mais ça devrait être beaucoup plus général. Et peut-être qu'à travers tout ce qu'on pourrait avoir dans l'Ivoirien nouveau, dans l'éducation, que ça commence d'ailleurs au plus petit des classes, qu'on puisse vraiment faire changer ces mentalités-là. Vous parliez d'inadéquation, vous avez parlé d'une dizaine d'années, et ça fait bien plus longtemps que cela. Ce que je peux dire, c'est que nous mettons tout en œuvre pour régler le problème, mais je pense que c'est un peu comme le plein emploi. On n'y arrivera certainement pas totalement, mais je pense que beaucoup de choses pourront être faites. Monsieur Diarra Bachek, vous n'allez plus me donner la parole, donc laissez-moi juste terminer. Et c'est pour ça que justement, nous proposons ce programme national Passeport Compétences qui va dans les collectivités territoriales. Je l'ai dit, aujourd'hui, nous sommes dans la région du Sud-Komoué. Demain, ce sera dans le district des Savanes avec la région du Tchologo, du Poro et de la Bagoué, et simultanément dans la zone industrielle de Yopougon. L'objectif, c'est de faire la cartographie complète des besoins en compétences sur l'ensemble du territoire. Et ça va permettre d'avoir une vraie stratégie nationale de la formation professionnelle, adapter les curricula pour la formation diplômante de la formation professionnelle, proposer des formations qualifiantes de courte durée, comme j'ai dit, en co-construction avec les professionnels. Et puis, mais ces résultats-là vont également servir à l'enseignement supérieur et même à l'éducation, j'ai envie de dire, l'enseignement général, parce que quand nous nous promenons à travers les régions, à travers les communes, on se rend compte que les jeunes eux-mêmes nous disent « mais pourquoi on ne commence pas l'apprentissage d'un métier depuis le plus bas âge ?» Moi, je vois, en tout cas en scrollant sur TikTok, je vois que dans les pays asiatiques, ils le font. Peut-être qu'aux États-Unis, ils le font aussi. Donc, il y a vraiment déjà cette initiation-là à faire. Et puis, peut-être... dernière chose, Monsieur Diarra, c'est un plaidoyer que nous faisons et qui plaît, je pense, à Monsieur le ministre, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse instaurer un marqueur développement des compétences, vraiment comme on a pu le faire pour le marqueur du genre. Aujourd'hui, dans tous les projets, quel que soit leur secteur d'activité, tout le monde pense à mesurer quel sera l'impact pour la jeune fille, quel sera l'impact pour la jeune femme. Ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que quel que soit le secteur d'activité, il y ait une composante transversale qu'on va appeler développement des compétences. Aujourd'hui, on a eu beaucoup de travaux, beaucoup de projets structurants qui ont eu lieu ici dans ce pays, mais Madame la ministre l'a dit tout à l'heure, bien souvent, on a dû avoir recours à de la main-d'œuvre étrangère. Peut-être parce qu'on n'a pas anticipé. Et notre plaidoyer, c'est que justement, cela soit pris en compte dans le PND 2026-2030, qui est en cours de rédaction actuellement, que tout le monde comprenne que ce développement des compétences, cette formation professionnelle, ce n'est pas l'affaire seule du ministère de la formation professionnelle. Déjà, on n'a pas suffisamment de ressources et on ne pourrait même pas en avoir suffisamment, que chacun des secteurs, dont chacun des projets structurants qui vont être conçus, qu'on puisse avoir cette composante développement des compétences pour qu'en amont des projets, on puisse identifier les besoins en compétences et qu'on puisse former les populations locales pour qu'elles puissent adresser, donc, pour qu'elles puissent, comment on va dire ça, prendre ces métiers-là et qu'on ait, Monsieur Diarra justement, tout le monde le décrit, enfin une croissance inclusive. Parce que si les Ivoiriens travaillent, je pense que s'ils sont associés à tous ces projets-là, je pense que chacun le ressentira dans sa poche et peut-être qu'on parlera moins de cette cherté de la vie. Merci. Vous avez réussi un vrai hold-up au niveau du temps, mais c'était très édifiant. Merci beaucoup, Madame de Medeiros. Alors, je veux préciser une chose. Une keynote sera dite juste après nous. Un autre panel doit intervenir. Donc, vraiment, je suis obligé de vous demander d'intervenir en 30 secondes. Karim Ouattara, 30 secondes, le mot de la fin. Alors, mon mot de la fin, c'est que j'espère que nous, les dirigeants, parce que je me mets du côté des dirigeants, on saura comprendre donc que le besoin, ce n'est pas que de nous apprendre
à lire et écrire, on sait déjà lire et écrire. Quand on connaît l'historique de l'école dans nos sociétés ex-colonies, ce n'était pas pour nous apprendre à avoir l'analyse critique, c'était pour nous amener à communiquer avec le colon à l'époque. Donc, de cet objectif de nous apprendre la langue pour qu'on puisse communiquer avec le colon, est-ce qu'on a effectivement évolué de façon systémique par rapport à cela? Vous ne verrez pas un Chinois apprendre à un Chinois en chinois à communiquer en chinois. Ils vont apprendre aux Chinois à créer en chinois. 15 secondes. Voilà. Donc, il faut qu'on change ce paradigme, madame, si on veut vraiment arriver à changer, en fait, arriver à l'adéquation de la formation avec donc le besoin des entreprises, il va falloir qu'on puisse faire d'abord des études prospectives, mais qu'on implique ceux qui sont dans le besoin dans la conception des manuels de formation. Merci, je vous remercie beaucoup, merci infiniment. Antoine Assalé Tiemoko. Rapidement, deux choses. Il nous faut définir le modèle de société que nous voulons bâtir et laisser en héritage à nos enfants. Première chose. Ce modèle étant identifié, quel est le système éducatif que nous construisons pour porter ce modèle-là? Deuxième chose. Troisième chose, à quoi est destinée la politique qu'on fait? Un exemple en 2 secondes pour vous dire ceci. Tout à l'heure, M. Zézé en a parlé pendant sa présentation, l'impôt que nous payons. Les populations sont plus enclines à payer l'impôt quand elles sentent que leur utilisation a un impact sur leur vie. Donc plus de transparence. Je l'ai constaté, plus de transparence. Je l'ai constaté à Tessalé. Quand je suis arrivé, on était à 24 millions de taxes municipales payées par la population. Mais quand on a réuni les gens, qu'on les a écoutés, le sentiment que j'ai eu, c'est que les gens avaient l'impression que leur argent ne servait à rien. Et donc, on a fait en sorte qu'ils comprennent à quoi cet argent en leur demandant de payer et que ça doit avoir un impact sur leur pouvoir d'achat, rapidement. 15 secondes. Et ce qu'on a fait, c'est que la dame qui est au marché, qui paye 200 francs par jour, encaissés par la mairie, elle sait que maintenant, c'est à cause de ces 200 francs que son fils qui est à l'école ne paye plus les droits des amens, il ne paye plus de visite médicale. Et donc, ça fait que rapidement, en 5 ans, on est passé de 24 millions à 75 millions. Ah, très bien. Vous voyez l'impact? Parce qu'ils savent maintenant que Absolument. leur argent joue un rôle. Merci donc, beaucoup. On peut faire la transparence et agir sur la vie des gens. Absolument. Merci beaucoup, Antoine Assalé Tiemoko. Madame le ministre, on termine avec vous. Merci Ali. Je voudrais remercier tous mes prédécesseurs et remercier toutes les personnalités ici. Je voudrais les assurer que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara et son gouvernement sont à pied d'œuvre depuis 14 ans. Et je crois que c'est visible, c'est palpable. Et on parle de paix et de sécurité, on ne va pas remuer la plaie dans le couteau. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie. Notre pays a connu différentes crises. Et je pense qu'il ne faut pas voir les crises récentes. Il faut regarder depuis 1985, avec l'écroulement de la caisse de stabilisation, nous avons connu une crise économique. Ensuite, la crise sociale avec l'imposition du multipartisme qui n'a pas été bien assimilée par les peuples africains. Et ensuite, la crise militaro-politique et la crise post-électorale. C'est beaucoup de mutations qui a créé des migrations sur tout le territoire. Donc aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à faire. Mais je voudrais vous assurer que beaucoup a été fait et que je suis convaincu que nous allons continuer à améliorer la condition des Ivoiriens, déjà avec ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, le programme qu'on a, c'est de pouvoir intéresser l'Ivoirien à autre chose que la fonction publique, que la bureaucratie. Je vous donne un exemple simple. Vous avez des mamans aujourd'hui qui ont un peu d'or, qui le vendent à 3-4 millions pour payer un concours à l'ENA. Et aujourd'hui, nous sensibilisons. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Votre fils peut se retrouver parmi des champions nationaux. Je crois qu'il y en a ici dans la salle. Il y a des champions dans son domaine. Il peut se retrouver à être mieux rémunéré que quelqu'un qui va travailler jusqu'à 65 ans. Aujourd'hui, la denrée la plus chère qu'il faut qu'on conserve pour le bonheur que nous voyons aujourd'hui, pour la stabilité et l'évolution que nous voyons aujourd'hui, c'est la paix, c'est la sécurité et c'est l'union des Ivoiriens. Les Ivoiriens se sentent aujourd'hui mieux armés. Tous les matins, pour sortir, ils se sentent mieux protégés, ils se sentent mieux armés pour aller vaquer à
occupation, aller affronter les contingences quotidiennes pour pouvoir ramener quelque chose à leur famille. En conclusion, je dirais que ces 15 dernières années, l'État a travaillé de concert avec les Ivoiriens pour une meilleure condition sociale, pour plus d'égalité sociale et pour une meilleure prise en charge des plus vulnérables. Et je voudrais que vous continuiez à nous faire confiance. Et je suis convaincu que nous allons continuer ensemble à avancer sur ce chemin qui est celui de la paix, qui est celui du dynamisme économique que notre pays connaît aujourd'hui, qui le place en pole position dans la sous-région. Merci. Merci beaucoup, Madame le ministre Nasseneba Touré. Merci à vous, Madame Karitia Koulibaly de Medeiros, Antoine Assaletier-Moko, Karim Ouattara, merci à vous. J'ai eu beaucoup de plaisir et l'honneur de conduire ce panel. Merci beaucoup. Merci d'applaudir nos panélistes. Excellente fin de journée. Merci beaucoup.